Je passe en direct. Je réponds en même temps. Je suis en direct. Alors j'avais fait avec le salon du coup, mais ça ne fonctionne pas bien. Donc je repasse par le direct plutôt pour pouvoir vous laisser le replay en plus. Pour celles qui ne pourraient pas être là. Donc j'espère que vous allez avoir l'info. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'information comme quoi je suis en direct. J'attends que vous arriviez, que vous vous connectez. Il y en a plusieurs qui essayent de se connecter sur le salon. Je suis désolée, j'arrive pas à vous envoyer un coucou. Bienvenue. Bienvenue à la séance. Donc j'ai expliqué que je passe par là parce que sur le salon, en fait, j'entendais pas les participantes. Et puis parce que, au moins comme ça, vous aurez le replay parce qu'en fait, dans le salon, vous n'avez pas le replay si vous voulez réécouter les questions des unes des autres et l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc quand vous arrivez, présentez-vous, dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes déjà maman? Est-ce que vous avez accouché? Est-ce que vous êtes encore enceinte? N'hésitez pas déjà à me dire un petit peu ce que vous attendez de cette séance. Et puis quels sont vos doutes, vos questions déjà. Je répondrai un petit peu plus tard à tout ça. Je vais vous proposer d'abord l'exercice. J'attends simplement que vous vous connectiez un peu parce qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de m'appeler sur le salon déjà. Donc on va essayer de passer comme ça. Je vois qu'il y a quelqu'un de connecté. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que tu m'entends? Alors, je vois que ça passe, mais ça n'envoie pas d'information comme quoi je suis en direct. Alors c'est dommage. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un exercice déjà pour vous recentrer. Voilà, pour le bien-être, pour le bien-être, la détente, le calme, qui est très importante durant la grossesse, mais pas que, bien sûr. Mais on sait que l'impact émotionnel que ça va avoir sur l'enfant plus tard est très important durant la grossesse. Je l'ai déjà vu, peut-être, je vais le dire maintenant, pour celles qui le verront en replay après. Mais on le sait, que ce que la maman vit durant la grossesse va avoir un réel impact sur le fœtus, quel que soit le niveau où il en est de la gestation. Et en fait, ça va créer vraiment... Ça fonctionne pas, pourquoi? Non, je passe en direct. Je suis en direct. Nathalie, c'est pas dans le chat. Sur le groupe. Donc oui, je disais que j'avais écrit un post à ce sujet d'ailleurs sur le fait que on sait que ça a un grand impact, donc ce que vit la maman durant la grossesse et que plus tard ça va vraiment déterminer plein de choses dans sa vie d'adulte. Allez viens Nathalie, rejoins-moi. Et donc du coup, c'est super important. Alors on le sait, on dit qu'il faut que la maman ne soit pas trop stressée. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, souvent ça va amener aussi les mamans à se culpabiliser, à ne pas vouloir vivre les émotions. Alors déjà en temps normal, on dit qu'il faut apprendre à gérer nos émotions. Aux enfants, on leur dit calme-toi, ne pleure pas. Donc en fait, on essaye tout le temps de refouler nos émotions, on essaye de tout le temps les mettre de côté, alors que nos émotions, elles nous parlent, elles nous servent, elles sont importantes. Et plus on va les refouler, plus en fait elles vont grandir et plus l'impact va être important. Coucou, je suppose que c'est Nathalie qui se connecte. Bienvenue. J'étais en train de parler de l'impact et de l'importance de l'état émotionnel de la maman durant, et même de stress d'ailleurs, de sérénité en général, pendant l'accouchement. Et je disais qu'en fait, c'était très important de vivre les émotions et de ne pas donc, les refouler. J'en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que plus on va le refouler, plus elles vont grandir et plus ça va être important. Il y a une chose qui se fait quand la maman vit un stress, vit une émotion importante, en fait, qui va être filtrée et l'enfant ne va pas avoir l'impact négatif de ces émotions ou de ce stress. Par contre, si ce stress est récurrent, trop intense, là, la barrière ne va plus se faire et effectivement, ça va beaucoup impacter l'enfant. Donc, c'est important que la maman prenne soin d'elle tout au long de la grossesse
bien sûr après aussi, parce que les enfants, quand ils sont là, ce sont de véritables éponges émotionnelles, et qui vont aussi apprendre à réguler, à vivre leurs émotions en fonction de notre capacité à nous, à vivre nos propres émotions et à les accueillir. Plus on est apte à accueillir et à vivre sereinement nos propres émotions, mieux on va pouvoir en fait accompagner celles de nos enfants et les accueillir. Ça sera moins douloureux pour nous parce qu'on sait ce que ça fait de vivre une émotion, on sait que ça reste une émotion, donc c'est important. Je n'y arrive pas. Comment on n'y arrive pas? Comment ça, tu n'arrives pas à te connecter? Pas le live. Donc du coup, pour moi, c'est pour ça que c'est important de travailler sur cette sérénité tout au long de la grossesse. Mais il y a différentes choses. C'est qu'en fait, on va avoir... Bon, ben, je suis désolée, Nathalie, je suis en live sur le groupe juste. Tu dois me trouver dans le groupe. Pas sur l'événement peut-être. Ah voilà. Donc j'en reviens à ça. Donc c'est vrai que c'est très important, voilà, le bien-être de la maman tout au long de la grossesse et aussi au niveau émotionnel. Vraiment d'apprendre à vivre les émotions. C'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que je trouve que ça a un impact. Ça permet aussi de libérer. Les femmes enceintes pleurent souvent et on dit que c'est coucou, bienvenue. On va faire la séance, mais j'expliquais un petit peu tous les bénéfices de pouvoir prendre soin de soi tout au long de la maternité. Et là, j'en étais donc à la grossesse qui est... Coucou Nathalie. Bienvenue. Donc du coup, c'est important de prendre soin de cet état aussi émotionnel. Mais pas que durant la grossesse. Parce que, alors, déjà durant la grossesse, ce qui va se jouer, c'est que ça va permettre quand on pleure, quand on va libérer des choses, ça va nous permettre de nous sentir beaucoup plus apaisés. Dès l'arrivée aussi de l'enfant, ça commence à être une vraie transformation en fait. C'est pas juste je pleure parce que c'est les hormones, c'est parce qu'il y a aussi tout un travail de libération qui s'opère pendant la grossesse. Parce que les petites réflexions des uns des autres, les petites choses qui nous font réagir, le petit bout de fromage qui n'est pas à notre goût, voilà, tout ce genre de choses en fait va faire que ça va libérer quelque chose de plus profond. C'est comme les enfants quand ils pètent un plomb, quand ils crient parce que la tartine est coupée ou que le biscuit est cassé et que nous on se dit mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses souvent qui viennent, c'est derrière, c'est quelque chose de plus impactant, mais qui le libère à ce moment-là de ce petit biscuit qui a été juste cassé en fait. Nous c'est pareil, durant la grossesse, il y a les hormones certes, il y a le petit truc qui fait déclencher cette crise émotionnelle voilà, qui est là et qui est intense et qui a besoin d'être libéré par nos pleurs. Mais c'est parce que ça vient libérer des blessures qui sont beaucoup plus anciennes. Donc ça, c'est important d'apprendre aussi à le vivre et à les libérer. Donc là, je parlais de la grossesse parce que ça impacte effectivement la maman. Ça va avoir un impact sur sa transformation aussi en tant que future maman, mais sur l'enfant. Ensuite, il y a aussi l'état, on travaille beaucoup sur l'accouchement. L'accouchement, la peur de l'accouchement, mais peu sur l'après. Et quand j'ai posé il y a quelque temps la question dans un groupe autour des mamans justement, et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles s'étaient préparées uniquement, alors soit le bien-être dans la grossesse, ça commence à quand même être bien ancré. Il y a beaucoup de travail sur l'accouchement en soi parce que ça fait peur aux mamans d'accoucher, surtout quand elles n'ont jamais accouché, ou parfois aussi quand elles ont déjà accouché. J'ai beaucoup de mamans qui me contactent parce qu'elles ont déjà accouché, qu'elles ont eu un accouchement qui ne leur a pas convenu, qui a laissé des traces traumatiques. Donc du coup c'est difficile et elles ont peur d'accoucher de nouveau parce qu'elles savent à quoi s'attendre ou du moins elles ont eu une expérience tellement désagréable et traumatisante qu'elles ont du mal à imaginer de le revivre alors que chaque accouchement est unique, même pour une même femme. Donc voilà, 2 accouchements ne seront jamais les mêmes, mais du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup un travail sur ça, mais même au moment du travail sur la préparation à l'accouchement, rarement on va travailler sur
le côté émotionnel. On va travailler sur le côté fonctionnel. Voilà, quand on accouche, il se passe telle chose, ça se déroule comme ceci, il y a quelques phases. Vous pouvez améliorer le vécu de la douleur, que moi j'aime bien appeler du coup puissance, de telle manière. Donc ça, c'est très très bien. C'est important aussi de rassurer les mamans. Mais il y a peu de choses qui sont travaillées sur les croyances qu'il y a derrière, sur tout ce qui est lié à l'émotionnel. Les croyances et l'émotionnel. Et pourtant, ça a un impact très très important parce que les croyances qu'on a autour de l'accouchement va impacter notre accouchement et toutes les peurs, notamment, je parle d'émotionnel, mais il y a des peurs, il y a d'autres émotions aussi liées à ça, mais notamment les peurs. Et il y a aussi le fait de pouvoir se connecter, plutôt qu'à être dans cette peur, d'arriver à se connecter aussi à la joie d'accoucher. Parce qu'on parle beaucoup de la peur, de la douleur. Mais on parle peu de se dire c'est la joie d'accoucher. On parle que des choses qui sont plutôt négatives, qui ont un impact négatif sur nous, qui nous font peur, qui vont générer un énorme stress. Donc il y a cette part-là, et donc je disais, j'avais posé la question, il y en a très peu donc qui se préparent à l'après, à la vie de maman, à ce qu'on veut incarner. C'est pour ça que moi dans mon programme d'ailleurs, j'ai combiné, on va dire, j'ai fait 4 modules parce que je voulais le bien-être de la maman, la gestion du stress, le côté émotionnel qui est très très important, se libérer de la peur et des croyances autour de l'accouchement, qui est aussi important, mais aussi une part sur quel rôle on a envie de jouer en tant que maman, quelle maman on a envie d'être. Et une fois qu'on a un peu libéré tout ça juste avant, justement, ça permet d'être beaucoup plus sereine aussi, d'être plus confiante, d'être plus alignée à ce qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est important de le savoir, parce que souvent quand on est dedans, c'est compliqué, parce qu'on a nos principes d'avant, qui quand on est maman, ben, ça peut changer. Moi par exemple, j'ai toujours dit que je serais une maman très autoritaire, voilà, très stricte, comme ma maman l'a été, parce que je trouvais ça très bien. Et puis finalement, quand j'ai découvert la sophrologie et que j'ai commencé à travailler avec les enfants, je me suis rendu compte que je voulais autre chose, qu'il y avait autre chose de possible, et que les enfants grandissaient épanouis, confiants et respectueux pour autant. Voilà, c'est pas parce que justement ils étaient dans une éducation bienveillante, respectueuse, positive, qu'ils allaient être des délinquants. Voilà. Donc, ça m'a changé beaucoup de choses et je l'ai travaillé en amont. Par contre, ce que je n'avais pas pensé à travailler, c'était tout l'état émotionnel dans lequel j'allais être. J'étais sur le factuel en me disant, ok, dans telle situation, j'aimerais agir de telle manière, j'aimerais transmettre telle valeur à mon enfant. Mais je n'avais pas envisagé le côté émotionnel, encore une fois. Je n'avais pas travaillé en me disant, et moi, en tant que femme, comment est-ce que je vais gérer? Alors je me disais, oui, je passerai du temps avec mon mari, tout ça. Mais je voulais être une maman maternante, donc je savais que je m'occuperais de ma fille, que j'allais être présente, que j'avais pas envie qu'elle soit en garde. Enfin voilà, ça c'était des choses factuelles que je savais comment j'allais fonctionner. Par contre, à aucun moment je m'étais dit, bon, ben, je me libérerai du temps, par exemple, pour prendre soin de moi. J'essaierai d'être à l'écoute, de me reposer comme ci, comme ça. Donc ça, c'est important aussi de le travailler et ça me paraît vraiment, vraiment essentiel. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est important. La parentalité nous transforme. Elle nous transforme beaucoup plus qu'on peut le croire. On l'entend tout le temps. Pour celles qui sont là, dites-moi, mais je pense que vous aussi, vous avez vécu de grandes transformations quand vous êtes devenue maman. D'ailleurs, dites-moi si, alors Nathalie, je sais, mais je vois que quelqu'un d'autre aussi est connecté. Dites-moi si vous êtes toujours enceinte ou si vous êtes déjà maman ou si vous en avez plusieurs. Et dites-moi un peu comment vous avez traversé justement la grossesse, comment vous avez traversé l'accouchement et le postpartum. Donc la maternité va nous transformer, mais il y a 2 manières dont elle peut nous transformer. Soit en la subissant et en arriver souvent à une dépression postpartum ou un burn-out maternel parce qu'on donne, on ne s'écoute jamais et on s'épuise. On pense que donner à nos enfants, moi j'ai été dans ce cas-là, c'est que je pensais qu'être maternante, il fallait tout le temps répondre aux besoins de ma fille. Donc certes, oui, il faut répondre aux besoins de notre enfant, mais je n'étais pas la seule personne à pouvoir répondre à ces besoins-là. Je pouvais aussi déléguer certaines tâches que je n'ai pas fait parce que je voulais que ce soit moi. Voilà. Donc du coup, je me suis épuisée. Et donc voilà, il y a soit on peut subir cette transformation, soit s'en servir comme un tremplin, observer toutes les blessures que ça vient réveiller en nous, notamment en termes de vouloir
ce que je disais tout à l'heure, d'être autoritaire, du coup, même si on a décidé de ne plus l'être, comme pour l'accouchement, quand on se dit non, mais c'est bon, je vais plus avoir peur, tout ça, c'est merveilleux, la douleur, ça peut ne pas être une douleur, c'est ok, mais il faut vraiment que ce soit de nouvelles croyances ancrées, parce que si on n'a pas libéré les croyances limitantes qu'on a par rapport à ça, eh bien c'est toujours au fond de nous. Et c'est bien aussi d'avoir conscience et d'arriver à accepter certaines choses qui sont au fond de nous, qui font partie de nous, de ne pas les renier, tout comme nos émotions, de ne pas les renier, de les accepter, mais de dire je veux avancer autrement. Certes, elles sont là, ça ne me convient pas, c'est partie de moi, mais je peux aussi avancer avec et ça peut être un tremplin. Voilà, donc moi c'est comme ça que je le vois et j'ai vraiment à cœur d'accompagner les mamans pour qu'elles puissent prendre soin d'elles, les papas aussi, hein. D'ailleurs, bon là on est entre femmes donc je parle uniquement aux femmes, mais voilà, qu'elles puissent se sentir bien dans leur rôle de maman. Moi j'ai vu ma maman aussi épuisée parce qu'elle était très présente aussi pour nous et elle s'est complètement mise de côté sans répondre à ses propres besoins alors que c'est primordial parce qu'à un moment donné on craque et c'est comme ça qu'on devient une maman qui crie tout le temps, qui veut être autoritaire parce qu'il faut tout cadrer parce que voilà, alors que si on arrive à changer les croyances par rapport à l'enfant, par rapport à ce qu'on veut transmettre, par rapport à tout ça, par rapport à nos propres blessures aussi, avoir conscience de ce qui se passe en nous, et bien là on peut lâcher, on s'apaise et tout le monde est beaucoup plus apaisé et la relation des uns et des autres, que ce soit au sein du couple, que ce soit avec nos enfants, tout devient beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire que les enfants vont obéir à tout, mais personnellement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas envie que ma fille m'obéisse, j'ai juste envie qu'elle comprenne les choses et qu'elle arrive à prendre, qu'elle fasse ses choix, qu'elle soit confiante et épanouie dans sa vie. Et pour ça, il faut que moi je sois confiante et épanouie, que je sache comment lui transmettre les choses et lui montrer l'exemple. Alors je lis vos commentaires. J'ai des soucis d'internet, mais j'essaie d'être là. Ah zut, bon, il y aura le replay, donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu passer par là plutôt que le salon. D'ailleurs ça m'embête parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui essayent de se connecter, j'espère qu'elles vont voir le message sur le groupe. Alors, je suis maman de 2 filles, 7 et 9 ans, et j'attends un petit garçon pour janvier. Ok. Donc du coup, dis-moi Cynthia, quelle est ton attente? Est-ce que tu as des peurs par rapport justement, comme je disais, à l'accouchement? Est-ce que c'est plutôt le bien-être autour de la grossesse que tu es venue chercher? Est-ce que c'est pour le après, pour pouvoir gérer? Dis-moi un petit peu quelles sont tes envies, tes besoins aujourd'hui. Alors, je suis vraiment d'accord, ce que je n'imaginais n'avait rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Je pensais que je pouvais être Wonder Woman et je suis arrivée à l'épuisement. J'ai vite pris les choses en main, beaucoup de réorganisation avec le papa et l'acceptation de déléguer. C'est difficile hein, de déléguer, puis on a envie, c'est sûr, les premiers mois, on a juste envie d'être proche de notre enfant. Donc, une petite Nélia de 2 ans. Ah, je pensais qu'elle était un petit peu plus grande, c'est vrai. Alors, beaucoup de mal à penser à moi. Même alors, j'y travaille pour prendre soin de moi et être mieux avec toute ma famille. Et oui, c'est difficile. Et moi, je vous le dis en toute sincérité, voilà, en tant que sophrologue, je prenais tout le temps soin de moi avant. J'étais beaucoup à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais beaucoup conscience de ça. J'étais très intentionnelle. Quand j'avais besoin, que j'étais tendue, tout ça, j'arrivais à le voir. Quand j'ai été maman, j'arrivais à le voir aussi, que j'étais épuisée, que j'étais fatiguée. Mais en fait, j'ai pris un mauvais roulement. C'est-à-dire que je me disais, il faut que je prenne... En fait, je l'ai pris dans... Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais je suis fatiguée, il faut que je me repose. Sauf que je voulais me reposer, mais avec ma fille. Donc, j'essayais qu'elle aussi se repose, parce qu'elle avait du mal à dormir, à s'endormir aux siestes. Et je m'épuisais encore plus à vouloir qu'elle s'endorme pour moi, pouvoir me reposer. Sauf que, comme j'étais épuisée, je faisais rien d'autre que d'essayer de... Voilà, je m'occupais d'elle. J'ai essayé à peu près de m'occuper de moi sans trop y réussir. Et après, je m'épuisais à ça. Parce que finalement, c'était compliqué. Elle ne s'endormait pas. Donc, la pression montait à l'intérieur de moi. Certainement qu'elle le ressentait. Donc, forcément, elle s'endormait encore moins. Ça a été vraiment un cercle vicieux. Et du coup, le fait de ne rien faire aussi d'autres qui étaient stimulants pour moi, plaisants, autres que ma fille, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'occuper de ma fille. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, du coup, j'avais pas d'autre plaisir. Ce qui fait que j'en suis venue à ce sentiment, voilà, il y a de rien d'autre de plaisir. Et c'était très compliqué. Et du coup, moins on a de plaisir comme ça, plus on se fatigue et on s'épuise. Et la tension, le stress, la pression, l'émotionnel, tout ça fait que ça fait un cercle vicieux. Donc il faut très vite réussir à changer ça. Je suis... ça je l'ai lu. Ma maman, c'est la même chose. Elle a toujours justifié son autorité en sévérité pour le bien-être général pour ses 4 enfants. Oui, nous sommes des aspirations pour nos babies.
Ça me fait du bien de t'écouter ce matin. Ton live tombe à pic. Ah ben super, je suis contente. Je vais faire un exercice là, j'espère que ça va vous faire du bien. Mais ça me fait penser à ce que tu dis. Il y a une maman, l'autre fois, je répondais justement à un questionnement d'une maman qui avait du mal à accueillir les émotions de sa fille. Elle demandait s'il fallait laisser pleurer ou non, parce qu'on disait qu'il fallait laisser pleurer les enfants. Enfin, qu'il fallait pas laisser pleurer, qu'avant elle était justement une maman très autoritaire, qui criait, c'était à coups de fessée, et qu'aujourd'hui elle a pris conscience que c'était pas bon. Donc pour ses 2 autres enfants, elle fait autrement. Donc déjà elle s'en veut, elle culpabilise, ce qui n'est pas utile, mais bon voilà, elle fait ce travail aussi. Donc ça c'est bien aussi d'arriver à déculpabiliser, parce que par exemple ma maman, c'est ce que je lui dis aussi, elle me dit, si j'avais eu accès à tout ça, j'aurais fait différemment. Donc certainement qu'elle s'en veut aussi, mais ça sert à rien. Elle a fait au mieux avec ce qu'elle avait quand elle y était. Voilà, c'était lié à son enfance à elle. C'était voilà, elle a fait comme elle a pu. Et donc c'est bien qu'au contraire, plutôt que de se focaliser sur j'ai fait mal avant, sa fille, elle est encore petite malgré tout, parce que ça reste quand même un enfant. Elle peut encore réparer les choses, expliquer, s'excuser et lui dire que voilà, c'est ok quoi. Et en fait, d'avoir de la compassion envers soi, de montrer qu'on peut faire des erreurs, c'est bien aussi pour nos enfants, parce qu'on leur montre que finalement tout le monde est humain et on fait tous des erreurs, mais on peut soit continuer, perdurer dans ces erreurs-là, soit prendre le contre-chemin, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'en servir comme un tremplin et montrer que les erreurs peuvent être des leçons et aussi apporter du changement. Donc c'est important pour eux aussi de voir ça. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, et donc la question là, de cette maman qui avait du mal à accueillir donc les pleurs, il y en avait qui disaient ah ben il faut différencier aussi la vraie colère ou le vrai besoin d'être présent ou une simple frustration. Et à cette maman, j'ai répondu que moi je n'étais pas d'accord, parce que même en tant qu'adulte, quand on pleure, si on pleure, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Et les enfants d'autant plus, parce qu'ils ne savent pas exprimer, ils n'arrivent pas à identifier aussi leurs besoins finalement. Donc pourquoi à certains pleurs, on devrait se dire « Oh non, mais là, ce pleur-là, je le reconnais, c'est juste de la frustration, je le laisse tout seul, il va dans sa chambre. » Parce qu'en fait, c'était un petit peu ça, ce qu'elle disait. Et je ne suis pas en train de juger, c'est ce que je lui disais à cette maman, que je ne jugeais pas. Je lui exposais juste ma façon de voir, c'est que pour moi, toute émotion est là pour donner une notion de plaisir ou déplaisir par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Donc si elle est vécue comme ça en pleurant, c'est que l'enfant est en train de vivre quelque chose de très déplaisant et d'inconfortable à l'intérieur de lui. Et donc quelle que soit cette émotion, que ce soit une vraie grosse colère, que ce soit de la frustration ou de la tristesse ou un vrai chagrin, elle a besoin d'être accompagnée, cette émotion. Pourquoi la tristesse sera accompagnée et de la colère non? Si, elle a besoin justement pour que petit à petit ils comprennent comment l'exprimer autrement. Mais pour ça, il faut aussi qu'on soit, nous, aptes à le faire pour nous-mêmes. Et donc, cette maman, quand elle me dit oui, alors, en fait, elle l'avait pris un peu, je pense, peut-être mal, ou peut-être qu'elle a interprété comme un jugement, c'était pas du tout, c'était juste pour lui partager que pour moi, toutes les émotions étaient bonnes à accompagner et à accueillir surtout. Et en fait, elle me disait oui, mais moi j'en ai trois en bas âge, donc j'ai pas le temps de passer 15 minutes à chaque enfant. Alors, oui et non, parce qu'en fait, c'est aussi une croyance de comment on se pose. Est-ce que pour les autres, c'est pas aussi un exemple de voir comment cette maman accueille à ce moment-là? Je dis pas que c'est facile, hein. Bien sûr que quand on a plusieurs enfants, j'ai gardé plusieurs enfants, j'ai été dans des classes aussi, donc j'ai travaillé avec des enfants. Je sais ce que c'est quand on en a plusieurs, qu'on peut pas forcément s'éparpiller, mais malgré tout, chaque enfant a besoin, et si qu'on l'accompagne, et si les autres le voient, ça les aide aussi à créer cette répétition. Alors que si on le laisse seul, eh ben, ça va continuer comme ça. Et finalement, ça ne lui rend pas service, ni à nous, ni à lui. Et ni au collectif, en fait. Je recherche le bien-être autour de la grossesse et surtout essayer de gérer ce qui m'angoisse. Ma grande est partie en néonatologie pendant 1 mois à cause d'une infection du sang, sauf qu'ils n'ont jamais trouvé ce qu'elle avait malgré de tonnes d'examens. J'ai aussi ça dans le sang sans trouver d'où ça vient. J'aimerais aussi apprendre à me détendre pour moins m'agacer, dépasser mes propres émotions. Qu'est-ce que tu entends par dépasser tes propres émotions? C'est le plus dur d'accompagner les émotions des enfants et passer au-dessus de nos émotions pour gérer les leurs en attente d'accalmie. Oui, mais les laisser les vivre tout seuls. Alors si c'est trop intense pour nous et qu'on sent que justement on va exploser, bien sûr que là on peut dire, mais moi par exemple, c'est que ma version à moi et c'est que ma façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est juste et ça ne veut pas dire que ce sera la vôtre.
Je vous le donne parce que des fois, ça peut aider si on n'y a pas pensé. Mais moi, je sais que je le vois que si je sens que pour moi, c'est trop intense, c'est à moi d'aller me calmer et aller me mettre à l'écart pour revenir après. Et je lui dis, là, je sens que d'entendre crier, d'entendre tes pleurs, je me sens pas bien, je vais me calmer, je reviens. Et après, je suis là. Parce que ça sert à rien de lui hurler dessus. Comme j'ai déjà entendu, mais arrête de crier. Ouais, ok, mais toi tu fais quoi? Ah oui, mais bon, oui, mais ça m'énerve de l'entendre crier. Eh ben oui, mais elle, si elle crie, c'est parce qu'elle est énervée. Et donc si, toi, quand tu es énervé, tu lui cries dessus, comment tu veux lui apprendre à ne plus crier quand elle est énervée? On se mord la queue là. Donc du coup, c'est vrai que c'est important d'arriver à être à l'écoute. On peut faire aussi une pause. Moi, ça, c'est ce que je fais quand c'est pas trop intense, justement, que je sens que je ne vais pas exploser tout de suite. Mais je sens l'émotion qui me traverse, je l'accueille. Je fais une pause, j'accueille. De toute façon, elle est en train de pleurer. Ça change rien. Du moment où elle n'est pas en danger, je peux avoir ce temps de quelques secondes de dire ok, je sens l'émotion là. Elle me traverse. Qu'est-ce qu'elle a besoin tout de suite? Une fois qu'on l'a accueillie. Parce que quand on dit moi, j'aimerais savoir pourquoi tu veux dépasser tes propres émotions et qu'est-ce que tu entends derrière ça. Parce que il me tient vraiment à cœur, si vous me suivez sur les réseaux déjà, vous voyez que j'en parle souvent. Pour moi, c'est vivre nos émotions, c'est accueillir nos émotions. C'est pas gérer les émotions parce que dans la notion gérer les émotions, il y a une notion de maîtrise, de contrôle. Et c'est là où ça me gêne. Je le dis parce que voilà, c'est comme ça que je le perçois. Moins on va vouloir gérer, plus on va se laisser traverser, on va les accueillir, plus on sera apte à accueillir celle de nos enfants. Ça va déjà, je fais comme ça, c'est un bon point, oui. En tout cas, selon ma vérité à moi. Mais oui, c'est à nous. Pour moi, en fait, c'est que si on isole l'enfant, en gros, c'est lui qui fait quelque chose de mal. Mais vivre son émotion, c'est pas quelque chose de mal. En soi, c'est important. Donc, c'est vraiment important qu'on arrive à nous accueillir et montrer l'exemple. Peut-être que lui, après, il ira au calme. Selon les enfants, il y a des enfants qui sont hypersensibles, donc encore plus sensibles que d'autres, et qui ont besoin, qui s'identifient. Les hypersensibles, c'est ça, c'est qu'ils s'identifient aux émotions des autres. Donc, les enfants sont déjà comme ça, un peu par nature. Mais parce qu'ils ne sont pas encore coupés vraiment de leurs émotions, justement, parce qu'ils n'ont pas encore ce truc où ils ont été totalement conditionnés à chut, arrête de pleurer, calme-toi, ça va aller. Non, pourquoi? Il a le besoin de libérer. Ma fille souvent me dit ça d'ailleurs. T'es gentille, toi, maman, tu me laisses pleurer quand j'ai besoin. Parce que son papa, du coup, lui, a plus tendance à lui dire. Ça part d'un bon sentiment. Il lui dit calme-toi parce que ça lui fait mal de l'avoir pleuré. Donc il lui dit calme-toi, je suis là. Mais non, elle a le droit de pleurer et calmer, elle ne sait pas ce que ça veut dire être calme. Donc voilà, c'est à nous d'être calme justement pour lui montrer plutôt que de s'énerver. C'est vrai, j'ai tendance à mettre dans un tiroir mes propres émotions au lieu de les accueillir, mais j'y travaille aussi. Voilà, c'est ça, c'est que quand on veut les dépasser, quand on veut les gérer, souvent, dans la notion, c'est allez, je vais respirer, je vais m'apaiser, je pense à quelque chose de positif. J'ai eu travailler comme ça avec une maman hier qui me disait avoir vécu très mal le fait de déposer son fils à l'école qui freinait des cas de fer. Voilà. Donc en fait, elle a eu beaucoup de mal à accueillir cette émotion et qui s'est perdurée en sentiment en fait dans le reste de la matinée parce qu'elle était pas bien. Et en fait, je lui ai dit donc prends le temps, tu accueilles ce que tu ressens. Et ensuite, tu iras chercher ce qui s'est passé derrière pour toi, qu'est-ce qui s'est joué, quelles ont été les pensées qui ont été derrière. Et là, tu vas pouvoir après transformer. Mais d'abord, tu vis ton émotion. Une fois que tu l'as vécue, elle s'est libérée, elle va plus venir te titiller. Et c'est ce qu'on doit apprendre aussi aux enfants à faire. Et j'en reviens à ce que je disais pendant la grossesse, c'est ce qui est important de faire. Parce que plus on va les refouler, plus elles vont se représenter. Ça va s'ajouter, s'additionner. Ça va créer en fait une tension supplémentaire parce que chaque émotion qu'on vit, c'est un stress. Et c'est un stress qui vient nous tendre petit à petit. Et tant qu'on ne revient pas à un état d'équilibre, ça va s'accumuler jusqu'à ce qu'on pète un plomb et qu'on explose. Donc, et c'est ça qui fait dans la répétition, ce que je disais au début donc de la grossesse, c'est que c'est la répétition des émotions, des tensions et du stress qui est mauvais pour l'enfant, pas le fait de vivre des émotions. On peut être en colère parce que la colère, elle nous aide. Elle nous aide à préserver notre intégrité, à nous protéger. Donc c'est important de les vivre et d'aller chercher ce qu'il y a derrière. C'est le plus dur d'accompagner, ça je l'ai lu. Ah voilà.
Ah, comme vous écrivez au fur et à mesure. C'est vrai, j'ai tendance à mettre dans un tiroir, ça je l'ai vu, oui, prendre soin de soi. Prendre soin de l'enfant, c'est un travail sur le long terme et non dans l'urgence, à réagir sur le moment. Mais bien évidemment, il y a des moments où on n'est pas disposé parce que fatigué. Et je vois la suite. Donc expliquer à son enfant que ça ne va pas. Hier soir, j'étais triste à cause d'un message d'un ami qui a été dur avec moi. Je l'ai dit à ma fille. Je lui ai dit que j'étais désolée parce que je ne pouvais pas être entièrement avec elle. Elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a dit « Moi aussi, je suis triste, maman ». Je lui ai expliqué que c'était uniquement moi qui étais triste et elle a été très compréhensive. Ça m'a beaucoup touchée. Les enfants, ils font preuve d'une empathie, mais incroyable. D'ailleurs, ça me fait penser à... souvent, on dit aux enfants, on dit pardon et tout. J'ai beaucoup de mal avec ça d'ailleurs quand je vois à l'école comment ça se passe, parce que justement ils sont tout le temps en train de les engueuler, le hurler dessus, tu vas pas taper ton copain, nanana, tu es puni. Et je suis en train de faire un travail d'ailleurs pour aller leur expliquer comment vivre les émotions, les leurs et celles des enfants, mais en fait on n'a pas besoin d'aller dire allez, va demander pardon, parce que si on fait nous naturellement, qu'on explique, comme tu viens de dire Nathalie d'ailleurs, hein, qu'on vient de dire, qu'on explique comment nous, on se sent, et si pardon, moi ça m'arrive de donner un coup à ma fille parce que je suis en train de faire un truc, elle est derrière, hop, je suis désolée, pardon, je t'ai fait mal, et même quand ça peut être un mot, quelque chose, dire, oh là là là, je sens que ce que j'ai dit, ça peut te blesser, tout ça, de s'excuser naturellement, les enfants, ils le font naturellement après. Et du coup, moi, ma fille, je lui ai jamais dit, dis pardon, tu m'as fait mal, dis pardon. Non, je lui ai jamais dit ça, ou tu as fait mal à ton copain, non. Et pourtant, naturellement, elle lui dit, je suis désolée. Et même si elle ne le fait pas tout de suite, d'elle-même, elle le fait après. Toujours. Et pareil, c'est vrai qu'ils sont vraiment voilà, dans l'empathie de dire ça va pas. Voilà, quand on leur dit que ça va pas, ils disent qu'aussi ils sont tristes. Et c'est super, Nathalie, ce que tu as fait de lui dire non, ça m'appartient, c'est ma tristesse. Tu n'as pas besoin d'être triste pour moi, toi tu as le droit d'être heureuse aussi. Ok, donc ce que je vous propose, c'est de faire un exercice, puisque je vois qu'effectivement vous avez besoin d'être de bien-être, de sérénité, de calme à l'intérieur. Donc on va poser cette intention-là aujourd'hui. On va faire un travail sur la respiration. Et ensuite, je vous inviterai à me dire un petit peu, ou on reprendra peut-être ce que vous avez parlé un petit peu plus tôt là par rapport au fait d'être agacé ou par rapport aux peurs. Tu me disais aussi, Cynthia, tout à l'heure que tu avais des peurs, des angoisses. On pourra aller explorer ça peut-être si tu veux. Donc on va faire l'exercice pour déjà s'apaiser et ensuite on ira voir un petit peu les croyances qu'on peut dégommer si vous voulez. Est-ce que ça vous va? En attendant, je vous invite à vous installer sur une chaise. Vous savez que la sophrologie, le but c'est de pouvoir la réutiliser dans son quotidien. Donc du coup, on peut s'installer voilà, sur une chaise. On n'a pas besoin d'être allongé, d'être dans le calme total. Bon, même si c'est mieux quand on le travaille. Au quotidien, c'est bien s'il y a du bruit autour, mais voilà, mettez-vous dans un endroit où au moins vous ne serez pas dérangé pour le temps de l'exercice. Et je vous invite à poser une intention. Donc peut-être que ce soit le calme, la sérénité, d'être centré. Voilà. Choisissez un mot comme ça qui vous vient, qui peut vous faire du bien. Je suis désolée que il y en a d'autres qui se connectent. Coucou les filles. On va faire l'exercice. Ensuite, vous pourrez me partager un petit peu où est-ce que vous en êtes aussi. Si vous êtes enceinte, si vous avez déjà des enfants. Et qu'est-ce que vous êtes revenu rechercher, qu'est-ce que vous attendez de cette séance. Donc, je vous laisse vous installer. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et vous recentrer sur votre monde intérieur. Ce monde intérieur qui est hyper important dans le vécu justement des émotions. Puisque nos émotions font le lien entre nous et notre monde extérieur. Nous indiquent beaucoup sur notre relation aux autres, aux situations. Et donc en revenant à l'intérieur de nous, nous pouvons prendre conscience des points d'appui sur la chaise, sur le sol, peut-être nos mains posées sur les cuisses. Nous pouvons laisser passer les idées, les pensées, les sons parasites.
Nous laissons passer tout ce qui n'est pas utile pour cet instant. Sans chercher à la modifier, nous pouvons porter attention à notre respiration, son rythme, son mouvement, son amplitude. Et nous dirigeons maintenant notre attention sur notre tête, notre cuir chevelu. Accueillons les sensations présentes sur le cuir chevelu. Nous pouvons peut-être imaginer que notre cuir chevelu se relâche, comme sous l'effet d'un bon massage. Ce relâchement qui se poursuit sur le front, l'espace entre les sourcils qui se lisse, qui s'écarte. Vous pouvez sentir l'air entrer par vos narines. Les muscles des joues, des mâchoires qui se relâchent. Vous pouvez percevoir maintenant votre tête un peu plus relâchée, un peu plus détendue. Accueillez les sensations sans jugement, sans a priori. Puis portez votre attention à votre gorge, votre nuque. Vous pouvez relâcher vos épaules de chaque côté de votre buste. Vous les laissez aller à leur propre poids. Et vous pouvez accueillir les sensations dans vos bras. Vos avant-bras. Soyez attentifs aux sensations dans vos mains, le dessus des mains jusqu'au bout des ongles. Puis les paumes de vos mains jusqu'au bout des doigts. Soyez toujours dans l'accueil des sensations, sans jugement, sans a priori, sans chercher à interpréter quoi que ce soit. Vous pouvez porter votre attention à votre cage thoracique et le haut de votre dos. Observez tous les phénomènes.
Observez si vous pouvez sentir la détente qui s'installe dans cette zone. Observez votre ventre. Toutes les sensations présentes dans votre ventre. Peut-être que vos muscles abdominaux se relâchent un peu plus à chaque respiration. Faisant par exemple de la place pour le bébé, pour celles qui en ont un à l'intérieur, tout présent. Généralement, ils aiment beaucoup avoir de la place pendant les relaxations. Observez maintenant le bas de votre dos, toujours en observant les sensations, les phénomènes qui se présentent. Observez votre bassin, les muscles fessiers qui se relâchent. Portez attention aux cuisses, aux mollets. Et aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Et votre corps est à présent bien présent dans votre conscience. Vous êtes à l'écoute de toutes les sensations, de tous les phénomènes qui se présentent, sans jugement, sans a priori. Tout est juste. Et vous pouvez maintenant repenser à ce mot que vous avez posé pour votre intention. Ça peut être le mot calme, sérénité, être centré. Choisissez votre mot et peut-être imaginez-le inscrit dans votre tête. Essayez de percevoir ce qu'il signifie pour vous. Ce qu'il signifie en termes d'image, de ressenti. Est-ce qu'il se rapproche d'une odeur, d'un goût, d'un son ou d'une sensation particulière dans le corps? Et vous allez pouvoir activer et envoyer dans votre corps cette intention.
à l'inspiration, vous allez pouvoir inspirer le mot que vous avez choisi, cette intention. Sur une profonde et lente inspiration. Et sur l'expiration, vous l'envoyez dans votre corps, comme pour la diffuser dans chaque cellule. Pareil, sur de lentes inspirations et de lentes expirations. À l'inspiration, vous activez votre mot, vous vous connectez à ce mot, à ce qu'il représente pour vous. Et à l'expiration, vous le diffusez dans votre corps. Et je vous laisse ainsi respirer quelques secondes, quelques minutes, pour installer ce calme, cette sérénité à l'intérieur de vous. Et vous revenez à votre respiration naturelle. Et vous observez les nouvelles sensations qui se présentent dans votre corps, ici et maintenant. Sans jugement, sans a priori, sans interprétation, simplement pour être à l'écoute et prendre conscience des sensations liées à la sérénité, au calme ou à l'intention que vous avez choisie, comment elles se manifestent dans votre corps. L'observez comme pour la première fois. Comme un enfant qui découvre. Vous pouvez vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. Et tranquillement, vous pouvez porter au son qui vous entoure. Dirigez de nouveau votre attention sur les points d'appui de votre corps. Commencez à bouger les pieds, les mains. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Faire des rotations avec toutes vos articulations. Et peut-être partager vos ressentis. Je me déplace. Est-ce que j'ai le soleil ? Est-ce que j'en ai perdu en route? Est-ce qu'il y en a qui se sont endormis? Je disais du coup, peut-être que vous avez vu ma story il n'y a pas très longtemps où je demandais si la sophrologie se pratiquait allongée, si elle se pratiquait debout, assise. Et effectivement, elle se pratique dans les trois positions et même en marchant aussi. Parce que l'objectif, c'est vraiment le quotidien, c'est de vivre quotidiennement dans cet état sophronique qui est cet état de conscience vraiment important pour être intentionnel justement.
D'où l'importance, et souvent quand on est allongé, on a tendance à s'endormir, parce que bien souvent on est tous un peu fatigués, et c'est ce qu'on a besoin. Donc de pouvoir le faire assis, c'est plus proche déjà du quotidien, et c'est une posture quand même qui est de détente, même debout d'ailleurs, on se détend super bien debout. Mais sans risque de s'endormir. Partagez-moi un petit peu vos ressentis, qu'est-ce que vous avez pu percevoir dans votre corps. C'est important, ça va valoriser ce que vous venez de faire. Et alors même si vous n'avez pas envie de le partager là sur le groupe, mais faites-le en tout cas pour vous. Parce que ça va vous permettre de valoriser ce que vous avez fait. Et puis c'est important parce que ça vous permet aussi de laisser des traces de votre évolution. Et pour l'accueil des émotions, c'est hyper important. Parce que plus on travaille ça, plus on travaille l'observation et l'accueil, sans jugement. Merci tellement, tellement que des bénéfices de cette séance qui m'a permis de visualiser la phrase et non le mot en intention. C'est très bien aussi. Moi, je vous suggère quelque chose, mais après, c'est vous justement. Je suis là juste, je vous indique quelque chose, mais après, c'est à vous de vous approprier ce qui est juste pour vous. Et je ressens une modification au niveau du pharynx jusqu'à l'estomac. Super. Super. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, c'est mon ventre qui s'est mis à gargouiller aussi. Tout se remet à fonctionner dans la meilleure disposition. Alors, du coup, le temps que vous remettiez tranquille de la séance, que vous reveniez, est-ce que vous avez des questions? Donc, en attendant, parce que je sais que j'ai des décalages, donc en attendant que vous me posiez peut-être des questions sur lesquelles vous avez envie de travailler, une problématique, on peut aller explorer quelles sont les émotions que vous pouvez vivre et aller explorer quelles sont les croyances qui sont derrière, qui vont beaucoup vous aider. Je voulais vous partager quelque chose. Alors, je lis le dernier commentaire. Merci beaucoup, même si c'est difficile de lâcher prise, mais en faisant régulièrement ça, je sais que ça peut aider. Oui, en fait, c'est difficile d'emblée de le faire, mais c'est comme un muscle, ça se travaille. Plus on va, c'est comme la concentration, voilà, c'est une attention qu'on porte. Et lâcher prise aussi, ça demande, ça réveille des peurs. Lâcher prise, ça veut dire ne plus contrôler, ça veut dire faire confiance. Il y a plein de choses derrière le lâcher prise. Donc c'est important de le travailler parce que plus on le fait, plus on est en sécurité, plus on montre à notre mental et à notre système de protection qu'on est en sécurité, qu'on peut lâcher, que tout se passe bien même si on lâche. Et donc c'est en le travaillant effectivement que ça revient. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui je ne propose plus. Avant je proposais beaucoup, alors sauf sur les libérations émotionnelles, ce qui est différent, où on peut travailler sur une séance, mais donc sur des choses très importantes au niveau émotionnel, des phobies, des crises de panique, ce genre de choses. Mais sinon je ne propose plus une séance dans mes accompagnements. Avant, les personnes venaient et s'inscrivaient, faisaient une séance. Mais en fait, maintenant, je ne fonctionne plus comme ça parce que je sais qu'une séance, même si ça fait du bien sur le moment, c'est pas assez. C'est pas assez pour avoir un réel changement, c'est pas assez pour avoir une transformation. Donc c'est pour ça que je ne fonctionne plus comme ça parce que je sais que sinon les personnes vont parfois le faire une fois, alors se dire ouais, bof, c'était bien, mais bon, ça n'a pas changé ma vie, forcément, parce que on a besoin de répétition. Et entre chaque séance, on a besoin aussi de répétition. C'est-à-dire que même si on est engagé sur un accompagnement, c'est pas le rôle de l'accompagnateur, de la sophrologue, du coach de faire pour vous. Nous, on vous apporte des outils, mais après, c'est tout ce que les personnes vont en faire. C'est-à-dire que même là, cet exercice-là, c'est à vous de pouvoir de le répéter pour que ça devienne quelque chose de plus naturel et beaucoup plus facile aussi. C'est-à-dire que plus facilement on va accéder à ce lâcher prise, à ce bien-être et l'intention que vous avez effectivement posée à ce moment-là. Et donc ça revient d'ailleurs justement à ce que je voulais vous partager. C'est qu'aujourd'hui, donc, vous saviez que j'avais 2 accompagnements en groupe et en individuel qui étaient donc soit autour de la grossesse, comme j'en ai parlé tout à l'heure, où il y avait vraiment tout un module sur lâcher prise, se détendre, voilà, le bien-être dans la grossesse et aussi en postpartum, puisque ça se réutilise. Je vous explique d'ailleurs comment les réutiliser aussi dans le postpartum pour les adapter. Il y avait le module sur se libérer, donc avoir la confiance aussi en soi, en son corps, améliorer la qualité du sommeil, booster son énergie, sa vitalité, son immunité. Il y avait tout un module sur l'accouchement, comment se libérer des peurs, des croyances, de comment améliorer la douleur dans l'accouchement pour avoir, voilà, pour que ce soit plus
pas une souffrance durant l'accouchement. Donc avoir une foi et une confiance, voilà, être sereine par rapport à cet événement-là. Et sur le rôle, donc les valeurs qu'on veut transmettre, sur le rôle de la maman, enfin incarner la maman qu'on veut être. Et il y avait un autre programme, donc ça c'était en ligne, vous aviez des vidéos, plus 6 séances avec moi en groupe pour travailler sur toutes les peurs, voilà, comme on va le faire aujourd'hui d'ailleurs, sur ce travail plus direct, pour vous accompagner, apporter toujours de la valeur et de la répétition surtout. Et il y avait le programme donc sur les parents sereins où là c'était plutôt sur reprendre soin de soi. Donc il y a 21 sessions, vous avez plusieurs séances de sophrologie, des astuces, des actions à mettre en place chaque jour. Ce programme est sur 21 jours avec à refaire 3 fois, donc pour arriver à 3 mois. Et avec ça, donc vous accompagnez aussi en individuel pendant 3 mois. Ce travail-là, il va augmenter. Je vais le faire sur 6 mois parce que je vous disais que j'avais besoin d'accompagner les personnes, mais vraiment sur la globalité, donc sur la parentalité, sur toute cette transformation qui y est et qui demande à être utilisée comme un tremplin et non plus comme justement ne pas le subir et en arriver à un burn-out, dépression postpartum, tout ça. Donc voilà, pour moi ça me tient à cœur de vraiment créer un vrai accompagnement. Donc aujourd'hui jusqu'à ce week-end, ça sera toujours disponible. Donc le programme pour la grossesse, il était à 320 €. Donc vous avez 14 sessions qui sont déjà en vidéo, plus des bonus et l'accompagnement en direct, en groupe, qui va démarrer d'ailleurs en octobre, là, mi-octobre. Et l'accompagnement individuel. Donc après, ils vont augmenter parce que je vais le passer sur 6 mois et donc et uniquement en individuel. Il n'y aura plus de groupe pour l'instant, ça sera uniquement sur l'individuel. Donc si vous aviez envie de participer, je vous invite à le faire d'ici ce week-end parce qu'après, ça va augmenter. Alors, je lis vos commentaires pour faire ce travail aujourd'hui. Alors du coup, à chaque fois, ça me remet les anciens. Alors, les grosses émotions qui handicapent ma vie, c'est le poids des émotions des autres. La peur de blesser, déranger, ne pas être aimé, importuné, sembler ne pas être adapté pour l'autre. Donc les grosses émotions qui handicapent ma vie, c'est le poids des émotions des autres. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends, Nathalie, tu me dis si je me trompe, mais tu prends la responsabilité de ce que peuvent ressentir les autres. Dis-moi si je me trompe. La peur de blesser, de déranger. Donc dans ce que tu dis, c'est un peu ça. Tu as déjà dû le voir en plus ça, mais je te le redis, les émotions, c'est notre responsabilité. Donc tout comme personne ne peut vraiment te blesser, te déranger, te faire sentir mal aimé, parce que ça, ce sont tes croyances et tes pensées qui créent ça, et bien pour les autres, c'est pareil. Donc quand tu acceptes de prendre ta responsabilité en te disant ce n'est pas l'autre qui m'a énervé, ce n'est pas l'autre qui m'a blessé, mais c'est ce que je pense de ce qu'il a dit qui me blesse. Quand tu reprends ce pouvoir, cette responsabilité-là, en fait, tu laisses la responsabilité des autres. Ce que tu dis, toi tu le fais avec ton cœur. Et je suppose que tu fais beaucoup de choses avec le cœur, parce que je commence maintenant un peu à voir qui tu es. Et donc tu ne peux pas blesser les autres. Même ce que tu dis, ça va être, même si, quelle que soit la chose que tu vas dire ou faire, c'est ce que l'autre va interpréter de cette action par rapport à ses filtres à lui, ses croyances à lui, qu'il va se sentir blessé. Mais en aucun cas, c'est toi qui l'aura blessé. Donc, peut-être qu'en travaillant sur ça, tu vas pouvoir arriver aussi à te détacher de ce que peuvent penser les autres, en te disant, en fait, c'est leur responsabilité. Alors ça, du coup, c'est tout un travail parce qu'on se dit oui, ok, ben même si moi j'en ai conscience, les autres, ils n'en ont pas conscience. Donc eux, ils vont se dire que c'est moi qui les ai blessés, et c'est moi qui suis une peste, c'est moi qui suis... voilà, je vais rester polie. Mais oui, mais ça fait rien parce que c'est leur responsabilité. Et quand on montre, encore une fois, c'est comme avec les enfants, si on est l'exemple de ce qui est possible, si on est l'exemple de la manière de vivre, du moment où toi, tu es sereine, où tu sais que tu as fait des choses alignées à tes valeurs, eh bien c'est juste... Et ce que l'autre va penser, ça lui appartient. Tu n'as pas à prendre le poids des autres en fait sur toi. Parce que du coup, donc tu disais la peur, c'est la peur. Et donc, quand tu es dans cette peur-là, la peur de ne pas être adapté, la peur de ne pas être aimé ou d'importuner les autres, quelles sont tes actions du coup? Quelles sont les actions que tu mets en place quand c'est comme ça?
Bébé a bien gigoté tout le long, je pense même que lui a apprécié pour essayer de s'appuyer. Ah mais c'est certain, les enfants, quand on fait la sophrologie, je me souviens déjà, moi quand j'étais enceinte, que ma fille, je faisais des séances toute petite. Dès que j'ai commencé à la sentir, à chaque séance, elle me sautait partout. Là, je sentais sur la vessie qu'elle me tapait à chaque fois. Et tous les enfants, j'adore parce que du coup, le ventre se détend puisqu'il y a la détente qui s'installe. Et déjà, au niveau hormonal, ils sentent la détente, ils sentent le stress, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ils sentent la détente. Et en plus, il y a aussi le côté physiologique qui donne de l'espace à l'enfant. Donc, forcément, il en apprécie les bénéfices. Il apprécie les bénéfices. J'aimerais me libérer des émotions des autres et me dire que chacun a sa responsabilité. Ah ben voilà, tu as dû répondre avant que dans ces émotions, ne pas laisser les émotions des autres s'intégrer dans mon corps et dans mon esprit. Et ça, tu peux le faire, tu peux reprendre ce pouvoir-là. Déjà, en étant observatrice des pensées que tu as à chaque fois que tu veux faire une action et que tu ressens une émotion. Et ensuite, observer ce qui se passe dans ton corps pour laisser se libérer et te dire, ok, ça c'est lui, c'est pas moi. Oui, c'est génial, j'adore. Je suis comme ça aussi. Bon, ben voilà, au moins Cynthia, peut-être que du coup, ça t'aura donné... Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les enfants. Pour nos enfants, c'est pareil. On se dit, je vais... comment dire? Parfois, on se dit, il va pas m'aimer. Ou si je dis ça, il va être en colère à cause de moi. Il va être triste à cause de moi. Mais non, les enfants, c'est pareil. C'est leur interprétation. Alors les enfants à un certain âge, ils n'ont pas pareil que nous, eux c'est un ressenti physique qui va se faire. Et parce que eux ils sont centrés, ils sont auto-centrés, donc c'est par rapport à ce qu'ils vivent eux dans le moment qui ne va pas convenir à ce qu'ils désirent que ça va créer une émotion. Mais c'est la situation par rapport à leurs besoins à eux qui n'est pas comblée dans le moment, mais ce n'est pas vous qui créez l'émotion. Pareil, ils sont responsables de leurs propres émotions et c'est à nous de leur montrer vice-versa, hein, que ce soit l'un pour l'autre, c'est important. C'est dur, j'aimerais m'en libérer. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en libérer, Nathalie? Qu'est-ce qui t'empêche de te libérer des autres? On va prendre une pensée. Tu me dis, j'ai peur de ne pas être d'importuner, par exemple. Donc ça te fait peur. Donc, quelle action tu fais quand tu penses que tu pourrais importuner quelqu'un? Le manque de confiance en moi. Oui, du coup, ça c'est le sentiment que ça va te procurer. Et si tu penses que tu vas l'importuner, donc ça te fait peur et tu ressens un manque de confiance. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place en termes d'action? Comment tu agis? Est-ce que du coup, par exemple, si tu désirais demander quelque chose pour demander de l'aide, par exemple, je ne sais pas, parce que dans ton exemple, pour importuner, qu'est-ce que tu entends par importuner? C'est demander, par exemple, un service ou un conseil et que, du coup, l'autre pourrait dire non, mais qu'est-ce qui pourrait se dire par rapport à ça? J'aimerais aussi retrouver la sérénité que j'avais il y a quelques années pour me sentir mieux, avoir plus confiance en moi et me sentir plus apaisée comme avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant qui n'y est plus aujourd'hui, Cynthia? Je culpabilise beaucoup, beaucoup, Nathalie. Tu culpabilises. Là, tu es toujours dans une émotion. Là, du coup, tu me redis une émotion, tu culpabilises. Pourquoi tu culpabilises? Parce que tu penses que tu vas l'importuner. Donc, ça veut dire qu'effectivement, tu ne lui laisses pas sa responsabilité. L'autre, il est libre de te dire oui ou de te dire non. Est-ce que tu as peur qu'il dise non? Ou est-ce que tu as peur qu'il dise oui alors qu'il n'a pas envie? Parce que si tu le laisses dans sa responsabilité, j'attends du coup que tu répondes, je sais que c'est tout le temps décalé. Si tu as peur que... Si tu culpabilises, c'est que tu te rends coupable de quelque chose qui ne t'appartient pas. Toi, tu as le droit de faire une demande. Après, l'autre, dans sa responsabilité, il est libre de dire oui ou de dire non. Toi, est-ce que tu arrives à dire non aux autres? Par exemple, demander un œuf à ma voisine, je n'ose pas parce que je ne veux pas la déranger et qu'il pense que je suis embêtante. Et ça, du coup, ça serait ton interprétation. Et même s'il le pensait, qu'est-ce que ça voudrait dire de toi? Est-ce que tu es embêtante pour autant?
Et peut-être que en fait la voisine, elle serait très contente de te donner un œuf. Est-ce que toi, si à l'inverse on venait te demander un œuf, tu penserais qu'elle est embêtante, ta voisine? Et d'ailleurs, j'en reviens à la question. Est-ce que donc là tu me réponds, donc tu penses que voilà, qu'elle se dirait que tu es embêtante, donc ça te fait peur. Donc du coup, j'imagine que dans ton action, tu vas pas demander ton œuf. Résultat, bah, tu n'as pas ton œuf. Et alors, ça te fait super plaisir de rendre service. Et ben voilà. Et donc pourquoi les autres du coup, est-ce que tu pourrais pas te dire qu'au contraire, tu enlèves ce plaisir. Toi, ça te fait plaisir, donc du coup, tu enlèves ce plaisir à l'autre personne de pouvoir te faire plaisir, se faire plaisir de te rendre service. Si tu l'imaginais comme ça, est-ce que tu irais demander l'œuf à la voisine en te disant, oh ben en fait, si ça se trouve, plutôt que de te dire, là tu te dis, je vais l'importuner, elle va penser que je suis embêtante. Donc, dans tes actions, tu ne vas pas demander l'œuf. Donc, résultat, ben, tu n'auras pas l'œuf, ça c'est sûr. Ou alors tu vas le demander un peu toute gênée ou quoi. Donc au mieux, elle va se dire que tu es embêtante. ou alors, eh ben, tu n'auras pas eu ton œuf. Alors que si tu le demandes, que tu te dis, avant de lui demander, tu te dis, bon voilà, tu as besoin d'un œuf, tu vas demander un œuf. Et que ça lui fait plaisir. Est-ce que là, du coup, tu irais? Parce que du coup, toi, ça te met en joie, tu te dis, ouais, presque tu lui rends service à elle aussi. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si on pense de toi que tu es embêtante? En effet, si ça peut être agréable pour ma voisine, je peux dire qu'il n'y a rien de grave. Oui, et puis est-ce qu'il y a quelque chose de grave à demander un œuf? Bon, je comprends, hein parce que dans mes croyances, dans mon éducation, c'était compliqué aussi ce genre de choses. Avant, j'arrivais à prendre plus sur moi, à être plus zen au quotidien. Et je peux être plus zen au quotidien. Et à être... Alors, je comprends pas trop bien ta phrase, Cynthia, parce que tu dis avant, j'arrivais à prendre plus sur moi. Pour moi, cette phrase, elle n'est pas positive parce que prendre plus sur moi, ça veut dire que tu refoulais tes émotions, tu refoulais ce qui se passait en toi. Prendre sur toi, pour moi, moi, ce que je vois de positif, c'est accueillir. Quand on prend sur soi, ça veut dire que après, tout dépend de ce que tu veux y mettre derrière. Hein. Peut-être que je me trompe dans la manière dont je l'interprète, mais prendre sur soi, pour moi, c'est vraiment voilà, se rendre fort. Je ne montre pas que ça me dérange, que c'est fatigant. Donc voilà, tu n'acceptes pas en fait ce que tu vis par rapport à ça. Donc, c'est pas quelque chose de positif. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je reviens parce que du coup, ça m'affiche les commentaires, ils s'en vont. Donc avant, j'arrivais à prendre... Je pense que j'ai trop tiré sur la corde sans penser à moi, dépasser mes limites en m'oubliant. Plus la perte de mon papa qui m'a fait prendre encore plus conscience que en une fraction de seconde, tout peut changer, ce qui m'a renforcé mes peurs qu'il arrive quelque chose. Et oui, mais ça, c'est un traumatisme qui crée quelque chose de très lourd. Et qu'effectivement, pareil, si un deuil, c'est très difficile. Et il y a plein de deuils qu'on a à faire dans notre vie, même des fois sur des petits deuils qui ne sont pas aussi importants que la perte d'un être cher, bien sûr. Donc, ça veut aussi dire cacher mes émotions. Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on n'arrive pas à accueillir les émotions, à aller dans la souffrance, on prend sur soi. Donc, je pense que c'est ce que j'ai bien interprété, c'est que quand tu dis prendre sur soi, ça veut dire du coup, ok, même si je suis blessée, même si je souffre, même si je continue à avancer, c'est bon, je suis une battante, je suis une Wonder Woman, comme tout à l'heure j'ai lu, je ne sais plus laquelle des deux a dit ça. Mais est-ce que c'est ça finalement? Je pense, pour moi, être forte, entre guillemets, c'est accepter sa vulnérabilité, accepter ses parts d'ombre et aller observer et vivre la souffrance. Parce que c'est quand on la vit, quand on l'accueille, qu'elle se libère et qu'elle ne vient plus être... Bien sûr qu'on a toujours peur. Tout le monde a peur de
de perdre quelqu'un, de perdre... Voilà, c'est normal. On sait qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Mais est-ce qu'on a envie de vivre toujours avec cette peur ou est-ce qu'au contraire, on veut profiter d'être dans la joie plutôt? Et est-ce qu'on veut se concentrer, toutes nos actions, qu'elles viennent d'une énergie de joie, de plaisir, pour justement profiter et du coup, cette peur qui a le droit d'être toujours là, puisqu'elle est au fond, je pense, de tout le monde, elle a le droit d'être là, mais on dit, ok, tu es là, mais du coup, je vais profiter justement encore plus. Et c'est la joie qui va me porter tous les jours. C'est la joie, le plaisir, l'excitation, le partage, la liberté, quel que soit ce qui nous rend heureux. Oui, tu as raison, mais effectivement, comme tu dis, c'est vraiment mes schémas éducatifs transmis par ma mère qui m'a toujours appris à ne pas déranger pour faire le moindre vague possible. Et oui, ne pas déranger, je connais. Mais du coup, ça, c'est ce que je te disais. Donc, tu pourrais être embêtante. Mais si les gens se disaient que tu étais embêtante, qu'est-ce que ça pourrait venir? Alors, je pense que tu as répondu dans la question quand tu as dit ne pas être aimée. Tu l'as dit avant d'être embêtante et d'importuner. Mais du coup, ne pas être aimée. Si tu savais que, quoi qu'il en soit, tu es toujours aimable. Tu es toujours aimable et que la première personne qui peut t'aimer toujours, c'est toi. Et que l'amour des autres... Et en plus, c'est la cerise sur le gâteau, mais que finalement, ce n'est pas ce que tu attends. Parce que tu sais que tu as l'amour quoi qu'il arrive. Et si cette personne ne t'aime pas, parce qu'elle a interprété que ce que tu as fait, ça l'importune ou que tu es embêtante, pour reprendre tes mots, si ça, c'est ok. Et que de toute manière, toi, tu es aimable, toi, tu t'aimes. Et que si c'est pas elle, de toute manière, d'autres personnes t'aiment, mais que c'est qu'un plus que les autres t'aiment. Parce que de toute manière, tu es aimable. Alors ça, Cynthia, c'est ça. C'est pour ça que je veux accepter tout ça et reprendre le contrôle. Yes, Cynthia. Accueille. Accueille et libère. Alors aujourd'hui, je peux prendre le large pour le jeu de mots. J'ai pas compris. Aujourd'hui, je veux prendre le large. Ah oui, du coup, oui, tu veux prendre ta place, bien sûr. Prends ta place et bien large. Tu as raison. Ça se travaille de prendre sa place et de oser être, d'oser demander, d'oser vivre et d'être aimé quoi qu'il en soit. Bon, eh bien, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé, je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes à explorer et des outils. Tu as libéré le flot, c'est mon profond désir. M'aimer inconditionnellement et vraiment. Ben oui. Quand on commence à s'aimer soi, on n'a plus besoin d'attendre la reconnaissance, l'amour des autres, la validation des autres. On reprend le pouvoir sur nous, on sait qui on peut être, on sait qui on veut être, on accepte qu'il y ait des parts de nous qu'on aime moins, mais qu'elles sont là, et que ce n'est pas elles qui sont tout le temps là, elles sont là parfois, on les voit, on les accueille et on rectifie. Et du coup, on s'aime. Mais s'aimer inconditionnellement, ça veut dire aussi aimer justement, accepter ces parts-là. Et rappelle-toi, peut-être que ça t'aidera, mais rappelle-toi que les autres, quand ils n'aiment pas une partie de toi ou qu'ils te jugent pour quelque chose, ou que tu penses qu'ils pourraient te juger pour quelque chose, ça leur appartient, c'est leur interprétation, mais leur interprétation par rapport aussi à un effet miroir, c'est-à-dire que c'est leur interprétation par rapport à ce que eux n'aiment pas chez eux. Et si tu penses que tu pourrais être embêtante, c'est parce que tu n'aimes pas ce côté chez toi qui pourrait parfois être embêtante. Et si tu pouvais être embêtante et qu'on pouvait t'aimer quand même si tu es embêtante? Je suis certaine que ta fille, il y a des comportements que tu n'apprécies pas chez elle et que tu n'aimes pas forcément, mais est-ce que pour autant tu ne l'aimes pas? Non, ça fait partie d'elle, c'est parties à elle. Alors c'est vrai que c'est difficile parfois, hein. Même chez les autres, on a du mal parfois à accepter certaines parts.
Mais c'est pareil, c'est un travail. Donc, accepter chez soi, accepter chez les autres, c'est hyper important. Et accepter du coup chez soi, ça aide aussi à accepter chez les autres certains comportements. C'est hyper important. Merci beaucoup. Je travaille à faire sur nous-mêmes, mais apprendre à profiter, à prendre du temps et penser à nous, à faire comme on a envie, en se préoccupant pas des autres. Tout à fait, tout à fait. Les autres, de toute manière, ils auront toujours quelque chose à dire parce que eux, ils vivent dans leur vérité. Et donc, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des personnes qui diront ah non, mais ce qu'elle fait, moi, ça ne me convient pas. Et pareil, parce qu'on viendra réveiller des blessures en eux, on viendra réveiller des choses que eux n'acceptent pas chez eux, qui sont comme nous, qui font la même chose que nous, peut-être dans d'autres circonstances, mais qui n'acceptent pas sur ce moment-là, mais ça ne veut rien dire de nous. En fait, ça veut toujours dire à propos d'eux. Donc, ça ne sert à rien de nous poser. Donc, c'est tout un travail. Et moi, j'y mets beaucoup de conscience, j'y travaille, j'ai un certain palier, on va dire peut-être que j'ai réussi à déjà enlever, comme ces couches d'oignons, mais en fait, j'y travaille aussi tout le temps. J'y travaille aussi tout le temps. Parce que c'est un travail, en fait c'est un chemin. C'est même pas un point, ouais, on est là avec nos blessures d'enfant, ce qu'on a vécu, et waouh, ça y est, on est arrivé. Au début, quand j'ai commencé la sophrologie, il y a 8 ans, c'est ce que je pensais. Je m'étais dit, je vais faire ça, et puis à un moment donné, j'aurai tout déblayé, et je me sentirai bien, et ce sera fini. Mais en fait, ben non. Non, parce qu'en fait, comme on a conscience de nouvelles choses, à chaque fois, ça vient enlever de nouvelles couches, parce qu'à chaque fois, ben, on s'éveille, on éveille notre conscience et on se dit ah mais finalement il y a encore ça à régler, ah mais puis finalement, mais on le fait dans le plaisir. En tout cas moi je sais que je le prends vraiment comme un plaisir de découverte de moi et d'évolution. Voilà. Et c'est pour ça encore une fois que je vous dis je vais proposer plutôt des accompagnements maintenant sur 6 mois parce que plus on observe ça, plus on s'entraîne, plus on est accompagné aussi à aller voir les ondes d'ombre. Et là par exemple tout à l'heure on disait que des fois on ne va pas voir les souffrances parce que ça fait mal, donc on n'a pas envie d'aller les voir. Alors que si on est accompagné, on sait qu'on est en sécurité, qu'il y a une personne qui est là pour veiller finalement pendant que nous, on va explorer cette souffrance, pendant que nous, on va la vivre et qu'on va l'accueillir. Et on sait que là, on va pouvoir la libérer parce qu'on est en sécurité, parce qu'on est... Voilà, on se dit pas je suis lâchée, je suis avec ma souffrance, mais qu'est-ce que je fais ? Donc voilà, et c'est vraiment dans le plaisir de se connaître, de mieux se connaître et d'avancer. Voilà, en tout cas je vous remercie vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce live avec vous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir me dire un peu si vous avez mis en pratique certaines choses, l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, les questionnements là autour des croyances et si vous aviez libéré des choses. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi pour celles qui regardent en replay à laisser des commentaires.